Bonsoir. Alors, souvent on me pose la question pourquoi je fais de la recherche en physique fondamentale. La première réponse, c'est le salaire. C'est vraiment très bien payé. Si, je vous assure. Et, en fait, la deuxième réponse, qui n'est pas aussi forte que la première, mais j'adore le cinéma. J'adore le cinéma et le cinéma de science-fiction en particulier. Et bon, j'ai été élevé petit avec Planète Interdite, 2001 Odyssée de l'espace, et puis vers 15 ans, j'ai vu Star Wars. Et là, clairement, je me suis arrêté du côté obscur de la Force. J'ai pas réussi à aller plus loin. Et en fait, je fais de la physique parce que ça me permet d'aller à la frontière entre science et science-fiction. Donc l'idée, c'est que je vais essayer de vous montrer un petit peu ce qu'on pense comprendre, ce qu'on est sûr de ne pas comprendre, et donc on sera tous ensemble à la frontière de ce qui m'intéresse. Alors, ici, je vais donc vous raconter une histoire de l'univers. On est assez modeste en physique, on vous raconte une histoire sur 13,8 milliards d'années, il faut nous croire sur parole. Méfiez-vous des gens qui vous disent ça. Alors, cette histoire de l'univers, elle s'étale sur à peu près 13,8 milliards d'années. Entre maintenant où l'univers est extrêmement étendu, très froid, moins 270 degrés Celsius, plutôt vide, genre l'équivalent d'un atome d'hydrogène par mètre cube. Et puis, grâce à plusieurs points, les trois piliers qui sont dessinés ici, qu'on appelle le Big Bang, le modèle du Big Bang, on arrive à reconstruire l'histoire jusqu'à un point qu'on appellera le Big Bang. Ces points sont l'expansion de l'univers, donc c'était contenu dans les équations d'Einstein. La solution qui a montré l'expansion théorique, ça a été fait par Lemaître dans les années 20-25. Et puis Hubble, dans les années 28, avec son télescope, s'est aperçu que tout ce qui était autour de nous s'éloignait, d'autant plus vite que c'était loin. C'est l'expansion de l'univers. La nucléosynthèse primordiale, c'est le fait que Gamow, un physicien, a compris comment, quelques 100 secondes à partir de ce qu'on appellera le Big Bang, les noyaux, un noyau simple comme le proton, peut devenir de l'hydrogène, puis faire du deutérium, de l'hélium-3, de l'hélium-4, etc. Donc on a à peu près compris comment fonctionnait la première construction des noyaux atomiques. Et puis le dernier point, c'est le fond diffus cosmologique. Ça, c'est une mesure qui a été faite dans les années 1965, par hasard, par Wilson et Penzias. Et ils se sont aperçus qu'on recevait un rayonnement, quelle que soit la direction qu'on regarde autour de soi. Ce rayonnement est extrêmement isotrope, 10-5, très peu, une différence de température extrêmement faible. Et en fait, il nous renseigne sur ce qui s'est passé quelques 380 000 ans après le Big Bang, c'est-à-dire quelque part par là. Là, l'univers était très chaud, très dense, les températures de l'ordre de 10 puissance 17 Kelvin, et puis il est devenu transparent 380 000 ans après le Big Bang, et on reçoit encore la lumière aujourd'hui. Donc ça, c'est une histoire assez brève de l'univers, et je vais essayer de partir de ce qu'on connaît dans cette histoire de l'univers, et je partirai de cette image que j'imagine que tout le monde a vue en troisième, c'est le tableau périodique des éléments. J'aime citer ce tableau parce qu'il a été fait par Mendeleïev, qui était vraiment un génie, qui a réussi à voir comment on pouvait ranger par colonne, c'est-à-dire par masse atomique croissante, et par ligne, c'est-à-dire par propriété chimique analogue, comment on pouvait ranger les 94 atomes pseudo-stables qui nous entourent. Alors j'aime citer principalement Mendeleïev parce qu'il était un génie et qu'il avait une barbe grise. Mais il n'y a probablement pas de corrélation, mais je tenais quand même à souligner ce point-là. Donc vous savez tous que ces objets atomes, ça vient du grec atome, insécable, c'est raté, c'est sécable, on peut descendre dans l'atome. Et vous savez tous qu'en gros, un atome s'est formé, bon, pour le plus simple, d'un proton et d'un électron, en fait d'un noyau constitué de protons, de neutrons et d'un nuage électronique. Donc tout ceci est constitué de protons et de neutrons et d'un nuage électronique. En fait, en regardant de près, on s'est aperçu que les protons et les neutrons étaient constitués de deux objets, nous dirons plus petits, le terme plus petit ne s'applique pas forcément, mais ça fixe les idées. En tout cas, il y a une sous-structure au proton. Cette sous-structure, avec deux quarks de charge fractionnaire, je peux construire soit un proton de charge électrique 1, soit un neutron neutre. J'ai parlé d'électrons tout à l'heure. Et puis, je rajoute un dernier objet qu'on appelle le neutrino.
Le neutrino, ça a été prédit théoriquement par un physicien, Pauli, qui a dit, bon, moi je veux conserver la conservation de l'énergie, genre Lavoisier, hein, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, donc les gens en physique sont assez attachés à la conservation de l'énergie. Il a dit, bon, bah, comme il y a un problème, il y a forcément une particule qui existe. Et il a fallu attendre 26 ans pour l'observer. Donc je viens de vous décrire à travers ce qu'on appelle les quarks, qui constituent les protons et les neutrons, les leptons, qui constituent en partie le nuage électronique, la totalité de ce qui est dessiné à gauche ici, sur la table de Mendeleïev. En fait, en regardant de près, c'est-à-dire en regardant les rayons cosmiques, ensuite en faisant des mesures sur accélérateur, on a fini par comprendre qu'il n'y avait pas une seule famille, mais 3 familles. Les 2 autres familles sont en fait plus lourdes, se désintègrent systématiquement dans la première famille, mais disons que ça représente les briques élémentaires, et vous comprenez bien pourquoi les chimistes sont des travailleurs, puisqu'ils apprennent 118 objets, et que le physicien est un gros paresseux. Il a réussi à simplifier le bazar sur 12 éléments. Alors bon, j'ai des briques élémentaires, il faut bien qu'elles interagissent entre elles. Alors on parle de force, bon, en physique on parle plutôt d'interaction. On en a observé, on en connaît 4. Alors, probablement qu'il y en a peut-être une 5e et une 6e qui compense parfaitement la 5e, mais comme je ne le vois pas, on va rester à 4. Et donc ces 4-là, la gravitation, j'imagine que vous connaissez, je prends la jeune fille qui est face à moi, je la jette en l'air, elle retombe. Peut-être pas être d'accord. L'interaction électromagnétique, on a vu tout à l'heure, grâce à monsieur, combien c'était important pour pouvoir communiquer. Non, je plaisante, non, je m'excuse. Bon, ok, l'interaction électromagnétique. L'interaction faible. Alors, l'interaction faible, tout le monde connaît la radioactivité, les centrales nucléaires. Bon, moi, je dois avoir du potassium 40, ça se désintègre en permanence, je vous inonde de neutrinos ou d'antineutrinos, bon, tout ça n'est pas très grave. Donc, en fait, c'est au sein d'un noyau, le neutron se transforme en proton plus électron plus antineutrino. Et puis l'interaction forte. L'interaction forte, en fait, c'est celle qui permet de maintenir les quarks au sein du proton et en fait l'ensemble des protons au sein d'un noyau. En fait, on peut, dans la mesure où on fait l'hypothèse qu'on regarde tout ça dans une distance inférieure au rayon du proton, donner des estimations de l'intensité. Si c'est 1 pour l'interaction forte, c'est le pourcent pour l'interaction électromagnétique, et c'est le pour 10 000 pour l'interaction faible. Ce qui ne va pas très bien dans ce que je vous raconte, c'est que la gravitation arrive dans ce schéma à 10-38. 0, vous mettez 37 zéros et un 1. L'impact de la gravitation sur les éléments microscopiques n'est pas clair. Bon, négligeable, on ne la voit pas, on l'oublie. Donc en fait, c'est un petit peu de mal à rentrer dans la description des forces telles qu'on la comprend aujourd'hui. Et comment on comprend une interaction aux forces aujourd'hui, c'est en fait à partir du moment où vous avez 2 objets, 2 électrons, un quark, peu importe, ils interagissent à travers une force, par exemple l'électromagnétisme, et en fait c'est un échange de messagers qui va passer d'un objet à l'autre. Donc pour l'électromagnétisme, le messager c'est le photon, tout le monde le connaît, j'en reçois plein les yeux et je vous en renvoie quelques-uns. En ce qui concerne l'interaction faible, ils sont au nombre de 3, W+, moins et Z. C'est des objets assez massifs, puisque tout a lieu à l'intérieur du noyau. C'est de l'ordre d'une centaine de masses d'un proton. Et puis les gluons, bon, le nom me semble clair, gluon, colle, ça permet aux protons de rester dans un noyau ou aux quarks d'être collés dans un proton. Reste le graviton, qui pourrait être, si je gardais cette description ici, le messager de la force gravitationnelle, mais on ne l'a pas encore observé, c'est des hypothèses, les gens travaillent dessus, mais pour l'instant, ça n'est pas sûr que ça existe. Alors, je vous ai décrit la matière. Alors, j'ai fait un code couleur, je ne sais pas si vous avez vu. Hein. Bon, d'accord, ok, vous avez vu. Alors, plutôt bleu, la matière. Ensuite, plutôt rouge, les forces. Tout était parfait dans le meilleur des mondes possible dans les années 60, mais il y avait une prédiction de ce modèle qui marche plutôt bien, les gens étaient contents. Sauf que ça prédisait que tous les objets étaient sans masse. Alors il se trouve que le photon est sans masse, donc on était content, on avait 1 de juste, mais tout le reste est faux. Donc c'était un peu ennuyeux. Dans les années 64, pour être exact, Peter Higgs, Brout, Engler et d'autres physiciens ont appliqué un mécanisme qui préexistait en physique et en mathématiques, qu'on appelle la brisure de symétrie, qui arrive au moment des transitions de phase. Alors une transition de phase, c'est hyper simple. J'imagine que tout le monde a déjà fait bouillir de l'eau.
Et donc, si tout le monde a fait bouillir de l'eau, il s'est aperçu qu'à la surface de l'eau, au moment où ça bout, il y a à la fois de la vapeur et du liquide. Il y a donc un échange permanent, vapeur, liquide, d'eau. Même mécanisme si jamais je fais un glaçon, liquide, eau, glace. Durant cette transition de phase, en fait, vous voyez, c'est un changement de température. Tout à l'heure, je vous ai dit que l'univers, il y a très longtemps, il était petit, dense et très chaud, et dû à l'expansion de l'univers, eh ben, il s'est refroidi. Et donc, il y a eu plusieurs transitions de phase dans l'histoire de l'univers. Et il y en a une qu'on peut expliquer à travers une brisure de symétrie, un mécanisme mathématique, qui en particulier prédit l'existence d'une nouvelle particule. Et la nouvelle particule, on l'a appelée Higgs du fait que M. Peter Higgs a été parmi les premiers à la supposer. Et donc, on a mis à peu près une cinquantaine d'années à l'observer. Ça a été prédit en 1964 et on l'a observé en 2012. Alors, je vous ai fait une petite figure ici. 80, 100, 120, 140, 160, c'est, vous imaginez, fois la masse du proton. Donc, l'objet jaune là, est aux environs de 125 fois la masse du proton. Ce qui est intéressant dans cette courbe, c'est qu'en rouge, il y a ce qui est prédit par la théorie avant l'existence du boson de Higgs. En petits points noirs, ce sont les mesures qui ont été faites dans les expériences. Donc ici, on voit que ça ne marche pas trop mal, on voit que ça marche bien ici. Et puis là, on voit que les points noirs sont quand même assez loin de la courbe rouge. Par contre, si je rajoute le boson de Higgs, je remplis cette case-là et donc j'obtiens un modèle parfaitement cohérent mathématiquement, prédictif, et donc je réussis plus ou moins à comprendre, disons, ce qui m'entoure. Alors ça, c'est juste pour les gens qui seraient intéressés de savoir à quoi ressemble un boson de Higgs. Donc on a fait un appareil photo, 45 mètres de long, 25 mètres de diamètre, il prend des photos toutes les 25 nanosecondes, donc rapidement, tous les 25 milliardièmes de seconde. Là, vous avez probablement un boson de Higgs, parce qu'on n'est pas capable de savoir exactement du fait que la nature est probabiliste. À 80%, c'est probablement un boson de Higgs. En tout cas, les produits de désintégration d'un boson de Higgs. Ici, c'est en 4 muons. Les traces bleues, évidemment, n'apparaissent pas directement. On mesure dans les différents détecteurs des petites informations rouge, orange. Ensuite, un logiciel reconstruit les directions et on reconstruit l'objet qui a été à l'origine de ces objets-là. Et donc, c'est une photographie en première approximation d'un boson de Higgs. Donc, durant ces 12 minutes, j'ai beaucoup de retard, je vous ai totalement décrit ce que je crois comprendre, la matière, les forces, et ça décrit tout. Vous, moi, les araignées, les étoiles, peu importe. Et c'est là que ça se gâte. Parce que ce que je vous ai décrit, c'est ce que je comprends d'un point de vue rayonnement, ça a également un impact gravitationnel, à travers, par exemple, si je regarde les planètes tourner autour du Soleil, mais il se trouve qu'il n'y a pas que ça qui a comme impact gravitationnel autour de nous. Et ça, c'est juste une petite courbe pour vous rappeler que si je regarde la vitesse des planètes en fonction de leur distance au Soleil, plus je suis loin, plus je tourne lentement. Donc ça, c'est ce que Newton et Einstein, naturellement, tombent sur ce genre de raisonnement. Il se trouve que dans les années 30 d'abord, par un monsieur qui s'appelait Zwicky, 70 par une astrophysicienne qui s'appelle Vera Rubin, les gens se sont dit, on va regarder comment tournent les étoiles dans une galaxie. Par exemple, nous, notre Soleil, il fait du 220 km/s dans la Voie lactée. Mais quand vous avez une belle galaxie, vous pouvez faire la même chose, étoile par étoile, en fonction de la distance et de leur vitesse, et vous obtenez une courbe comme ça, qui n'est absolument pas celle qu'on attend. Et en fait, il y a plusieurs types de mesures qu'on peut faire, elles sont au nombre principalement de 4, et ces mesures tendent à nous convaincre que en fait, ce que je vous ai décrit ne représente que 16% de la matière en termes d'impact gravitationnel et que j'ai 85% dont je n'ai absolument aucune idée de la provenance. C'est là que ça se gâte, parce que déjà, je viens de vous dire que je ne comprends pas 85% de la matière qui m'entoure. Pas très compétent le type. Bon. Ok. Maintenant, il se trouve que grâce à Einstein, je peux essayer d'estimer le contenu en énergie de l'univers. Einstein, ses équations, ça se résume par en fait la courbure de l'univers est proportionnelle au contenu en énergie de l'univers. Donc si mon transparent représente 100%, d'accord, je viens de passer quelques minutes à vous décrire la matière qui rayonne et qui a un impact gravitationnel, la matière qui rayonne pas, en tout cas je ne suis pas foutu de le mesurer, et qui a un impact gravitationnel très notable, et le reste, je ne sais pas ce que c'est. Alors, quand on ne sait pas en physique, on dit dark. Bah, c'est pas mal.
dont dark matter, genre matière sombre, dark energy, énergie sombre, dark vador, non, c'est... Bon, il n'y a aucune raison que vous deviez me croire, alors je vais essayer quand même par cette image de vous convaincre qu'on fait des mesures à différents moments de l'histoire de l'univers et que ces mesures nous conduisent à cette conclusion. Alors vous avez ici une image qui montre, un plot qui montre la matière entre 0% et 1%, l'énergie sombre entre 0% et 1%, et puis ici des couleurs, orange, ça revient ici, vert, là, et bleu. Ces mesures-là, ça c'est le fond diffus cosmologique, c'est le fait que j'ai un rayonnement permanent qui me tombe dessus, et grâce à cette mesure, je fais des calculs assez précis, j'arrive à définir dans le plan matière dark energy cette bande orange. Cette image est intéressante aussi parce qu'elle me dit, quand je regarde les galaxies qui sont autour de moi, jusqu'à un certain moment dans l'histoire de l'univers, elles ne sont pas distribuées aléatoirement. Elles sont toutes distribuées avec en moyenne une distance de 100 dans une unité astrophysicienne idiote et incompréhensible, mais on s'en fout. Ce qui compte, c'est que j'ai un pic ici et que donc il y a une anisotropie claire de la distribution des galaxies aujourd'hui. Il se trouve que cette anisotropie ici est strictement identique à celle qui est là. Celle qui est là date de 380 000 ans après le Big Bang. Celle-là, c'est entre 0 et 6 milliards d'années, je crois. Et donc, en fait, on a une espèce de grande cohérence entre les anisotropies ici et là. Les anisotropies que vous voyez entre les points rouges et les points bleus est de l'ordre de 10-5. Donc c'est vraiment très faible. Mais du fait de l'expansion de l'univers, on tombe là-dessus. Dans les années 90, les gens ont observé ce qu'on appelle des supernovae à différents âges de l'histoire de l'univers et se sont aperçus que l'univers n'était pas seulement en expansion, mais il était en expansion accélérée. Toujours est-il que si vous prenez ces trois mesures qui ont lieu à différents moments de l'histoire de l'univers, le vert, le bleu, le orange, vous tombez là-dessus. Et on tombe sur 70% d'énergie sombre et 30% de matière. Ces 30% de matière contiennent à la fois la matière qui rayonne, que je crois comprendre, et la dark matter, que je ne comprends pas. Donc, si je résume, 5% de ce que je crois avoir compris, vous, moi, les étoiles. 26%, bon, je travaille dessus, alors il ne faut pas quand même que je tire une balle dans le pied, mais bon, on va dire qu'on pseudo-comprend. En tout cas, on en voit les effets indirects et on espère faire un pas en avant. Et alors ça, alors là, on est dans un pâté noir, si j'ose dire, bien sûr. Donc, j'ai l'impression quand même que je suis dans l'axe du Reveal the Unknown. Je vous ai révélé que je ne comprenais rien. Et c'est très gentil, et je terminerai juste par une phrase très importante pour moi. Méfiez-vous des asthmatiques. Comprenne qui pourra. Merci.